On a tous cette idée en tête, pour qu'une entreprise réussisse, il suffirait d'acheter la toute dernière technologie. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Dans cette analyse, on va justement s'attaquer à ce mythe qui a la vie dure. C'est la question classique, n'est-ce pas? À chaque nouvelle innovation qui débarque, c'est la même discussion dans toutes les entreprises. Est-ce qu'on doit investir? Est-ce que c'est ça la solution miracle qui va tout changer pour nous? En fait, cette tendance à voir la technologie comme une sorte de baguette magique capable de régler tous les problèmes, eh bien ça porte un nom, c'est le déterminisme technologique. Et on va le voir, cette façon de penser mène presque toujours à la même chose, la déception. C'est un peu un éternel recommencement si on y pense. Dans les années 60, les énormes ordinateurs centraux devaient tout révolutionner. Puis, dans les années 80, c'était le tour du PC, qui devait libérer tout le monde. Et depuis les années 90, le réseau, Internet, qui devait tout connecter. À chaque fois, c'est le même scénario. Des promesses incroyables, suivies par une réalité beaucoup plus compliquée et souvent frustrante. Alors pourquoi est-ce que ce mythe continue de nous coller à la peau? On va creuser un peu. Pourquoi l'outil en lui-même, même le plus sophistiqué du monde, n'est en fait jamais l'ingrédient secret du succès? La première raison, elle est presque trop simple. La technologie, c'est un produit. Ça s'achète sur une étagère, ou presque, et si on peut l'acheter, eh bien les concurrents aussi. C'est purement logique. Si un nouveau logiciel offre un avantage qui se voit, tout le monde va vouloir l'avoir. Résultat des courses, l'avantage qu'on pensait avoir fond comme neige au soleil. Et il y a autre chose. L'industrie de la tech fonctionne grâce aux standards. Pensez-y au quotidien. Les chargeurs de téléphone, les formats de fichiers comme le PDF, les protocoles de communication, tout est fait pour que les choses soient compatibles entre elles. Ce qui veut dire que, sous le capot, beaucoup de technologies se ressemblent bien plus qu'on ne le croit. Ce qui nous amène à une conclusion assez claire, si tout le monde utilise au fond les mêmes outils, alors le véritable avantage concurrentiel ne peut pas venir de ces outils. Il doit se cacher ailleurs. Alors si l'avantage ne vient pas de l'outil, d'où vient-il? Eh bien il vient de la façon dont les gens, les équipes, s'en servent tous les jours. C'est ça la vraie différence. Il y a une chercheuse, Wanda Orlikowski, qui a mis un nom là-dessus. Elle appelle ça la technologie en pratique. L'idée, elle est géniale de simplicité. Un outil technologique n'est pas juste un objet posé sur un bureau. C'est une interaction constante, un dialogue entre la machine et l'humain qui l'utilise. Et concrètement, cette interaction, elle peut prendre 3 formes très différentes. Premier cas, le plus courant, l'inertie. On a un nouvel outil super puissant, mais on continue de travailler exactement comme avant. Deuxième cas, l'application. Là, on utilise l'outil pour faire un peu mieux, un peu plus vite ce qu'on faisait déjà. Et enfin, le troisième cas, le plus rare et le plus précieux, le changement. C'est quand on se saisit de l'outil pour réinventer complètement sa façon de travailler. Et là, on met le doigt sur un vrai casse-tête pour les managers. Comment est-ce qu'on peut guider l'adoption d'un nouvel outil pour viser ce fameux changement, sans pour autant brider la créativité et l'initiative des équipes? C'est un numéro d'équilibriste, vraiment. D'un côté, il faut planifier, contrôler un minimum pour s'assurer que tout reste cohérent avec la stratégie de l'entreprise. Mais de l'autre, si on contrôle trop, on tue l'innovation. Il faut laisser de la liberté aux gens pour qu'ils s'approprient l'outil, qu'ils inventent de nouvelles façons de s'en servir. D'ailleurs, il y a une histoire intéressante à ce sujet. Une grande compagnie d'assurance a mis en place un plan de déploiement hyper contrôlé, très bureaucratique. Sur le papier, c'était un succès. L'outil était installé partout. Mais dans la réalité, la culture de l'entreprise n'avait pas bougé d'un iota. L'objectif principal, lui, était complètement raté. Et voilà, on arrive au point crucial de toute cette histoire. Le véritable avantage concurrentiel, celui qui dure, ce n'est pas la technologie qu'on achète. C'est la capacité d'une organisation à bien gérer ce fameux paradoxe de la mise en œuvre. Et pour être sûr de notre coup, on peut même le vérifier avec un modèle de stratégie très connu, l'approche par les ressources ou RBV en anglais. Ce cadre nous dit qu'un vrai avantage doit cocher 4 cases. Être précieux, rare, inimitable et non substituable. Alors testons notre capacité de mise en œuvre. Est-ce qu'elle est précieuse? Oui, bien sûr, elle a un impact direct sur la performance. Est-ce qu'elle est rare? Oh que oui! Inimitable? Absolument, car elle dépend d'une culture, de routine propre à chaque entreprise. On ne peut pas la copier. Et si on doute encore que cette compétence soit rare, accrochez-vous bien à ce chiffre. Une étude du cabinet Pitt Marwick a montré que 65% des grands projets informatiques sont considérés comme des échecs. 65%, c'est énorme! Et la raison derrière ce chiffre, au fond, elle est logique. Une bonne mise en œuvre, ce n'est pas une recette de cuisine qu'on peut suivre à la lettre. C'est une compétence complexe, profondément ancrée dans les habitudes et la culture d'une organisation. Ce qui nous laisse avec une question de fond à se poser. Dans nos organisations, où est-ce qu'on met vraiment l'énergie et l'attention? Est-ce que c'est sur la course à l'achat du dernier outil à la mode, ou est-ce que c'est sur l'art, bien plus difficile, d'apprendre à s'en servir intelligemment? Toute la différence se joue là.